إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue frères et sœurs sur la radio El-Fath, la radio de la polyurcétique, la radio même polyurcétique en tant que telle, la radio de la conquête des idées. Alors, pendant qu'on introduit, pendant qu'on fait les adhkar, pendant qu'on fait les awrad, il ne faut pas saluer Akhil Habib wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 5 des racines historiques et du poids géostratégique de la guerre civile en Syrie, toujours à l'appui du livre de l'auteur russe très pertinent, Vladimir Slavutich, lequel nous livre une vision des plus larges, aussi objective soit-elle, une vision des plus larges concernant les prémices, concernant les origines, concernant les racines de la guerre civile syrienne, celle que nous connaissons actuellement. Donc concernant Israël, le rôle de la Syrie. Dans cette situation, la Syrie ne pouvait pas jouer un rôle trop important dans la libération des otages soviétiques. Le conflit au Liban et non pas en Palestine. Enfin, si, c'est directement lié à Israël, donc ce que je disais était correct. Mais ça concerne le conflit au Liban, donc dans les années 80. 82, 89. Donc dans cette situation, la Syrie ne pouvait pas jouer un rôle trop important dans la libération des otages soviétiques. Selon l'avis des dirigeants syriens, cela pouvait paraître injuste vis-à-vis de Washington, qui avait demandé en vain plus d'une fois aux Syriens d'aider à libérer les citoyens américains pris en otage par des terroristes libanais. Demande restant sans retour positif. Il faut noter qu'au même moment, la libération des otages Il faut noter que, au même moment que la libération des otages soviétiques, William Buckley, un agent résident de la CIA qui avait été enlevé, a été tué. Parti de Moscou pour Damas, le représentant spécial du service des renseignements extérieurs soviétiques a transmis à Hafid al-Assad les informations qu'il détenait concernant l'enlèvement des citoyens soviétiques à Beyrouth et la demande des dirigeants soviétiques de cesser les bombardements des camps palestiniens à Tripoli, donc Tripoli du Liban. Le même jour, l'envoyé de Moscou était reçu par Ali Douba, le chef du contre-espionnage militaire de la République syrienne. On en a retenu que Hafid al-Assad a donné l'instruction d'obtenir la libération des citoyens soviétiques, ayant commencé en cas de nécessité même les opérations militaires contre toute force impliquée dans l'enlèvement. Les Syriens se préparaient à nettoyer les camps palestiniens à Beyrouth et ses banlieues sud où, fut un temps, d'après les données des agents du KGB, se trouvaient les otages. Mais cette proposition s'est avérée inacceptable, car les combats dans ces zones densément peuplées pouvaient amener à la mort un grand nombre de gens, sans vraiment garantir la libération des otages. Les agents ont formulé une proposition convaincante pour éviter l'action militaire et policière des troupes syriennes prévues. Après quoi, Moscou a envoyé un message à l'adresse de Hafid al-Assad. Le président syrien a accusé réception. L'opération a été supprimée. L'intervention de l'OLP.
Il existait encore une voie pour la libération des otages soviétiques, le contact intensif établi avec la direction de l'Organisation de la libération de la Palestine. Un des agents de l'antenne du KGB a été envoyé auprès du président du comité exécutif de l'OLP, Yasser Arafat, pour mener avec lui des négociations régulières et des consultations sur ce problème. Le ministère des Affaires étrangères ainsi que des hauts dirigeants de l'Union soviétique ont mandaté Karakanov, représentant de l'URSS à Tunis, d'après une disposition avec les leaders palestiniens, après quoi Yasser Arafat a donné l'instruction de connecter les services secrets palestiniens à l'opération de libération des otages soviétiques. Les agents du service de renseignement extérieur du KGB à Beyrouth ont établi le contact avec les représentants du commandement militaire du mouvement palestinien de résistance au Liban. Après de longues et complexes négociations ainsi que la réception de récents documents des services secrets, il est devenu évident que les otages avaient été capturés par un groupe d'extrémistes. Après de longues et complexes négociations ainsi que la réception de récents documents des services secrets, il est devenu évident que les otages avaient été capturés par un groupe d'extrémistes palestiniens sans la moindre entente avec la direction supérieure du PDS. Ayant appris les dessous de cette action, Yasser Arafat a tenté de trouver une solution pour libérer en urgence des prisonniers, mais au même moment, ces derniers ont été directement transférés au Hezbollah. Ainsi, Arafat s'est lui-même retrouvé en quelque sorte l'otage de l'organisation islamiste au service de Téhéran pour mener ses intérêts politiques au Liban. Donc hier, on parlait du bras long, euh, du caractère influent du Hezbollah et le fait qu'ils ont le bras long. Eh bien, on le voit ici, même l'OLP ne put rien faire face au Hezbollah. Ainsi, Arafat s'est lui-même retrouvé en quelque sorte l'otage de l'organisation islamiste au service de Téhéran pour mener ses intérêts politiques au Liban. Il fallut chercher une autre solution au problème des otages soviétiques. Il faut se rendre compte que l'URSS, cet empire qui faisait face à l'empire américain, euh, avait des ressortissants, donc des ressortissants qui étaient pris en otage au Liban et qui étaient détenus à la fois par les groupes palestiniens révolutionnaires et par les islamistes, en l'occurrence, donc libanais, en l'occurrence chiites, même s'il y a des sunnites au sein du Hezbollah, évidemment. La, la solidarité libanaise. On peut remarquer que pendant les jours noirs, de nombreux Libanais ont fait preuve de solidarité avec l'Union soviétique. Les chrétiens et les communistes locaux, les chiites comme les sunnites et les druzes, ont essayé d'établir par eux-mêmes le lieu de détention des otages. Un certain nombre d'organisations se sont déclarées prêtes à utiliser leurs forces armées pour donner l'assaut à l'endroit où les otages étaient retenus, dans le cas où ils seraient établis, et à un certain stade de telles options ont été envisagées. Le Parti socialiste progressiste du Liban, PSP, et son chef Walid Jumblat ont joué un rôle particulier dans la réussite de l'opération. Ils se sont mobilisés sans condition pour la défense de l'ambassade soviétique à Beyrouth. Sur décision de la direction du PSP, ses partisans ont construit en une nuit une ligne de fortification en béton autour du complexe de bâtiments de l'ambassade soviétique. Ils ont placé plusieurs tanks sur les voies les plus dangereuses et des groupes de milices armés 24 heures sur 24 qui barraient pratiquement les passages et principalement ceux qui manquaient de contrôle devant les bâtiments de l'ambassade. Sous le contrôle des officiers des subdivisions de combat, Walid Jumblat, des camions Ben transportant du sable sont arrivés. De puissants parapets ont été construits, cachant et protégeant les points vulnérables des tanks immobiles qui auraient pu être visés. Sur les remblais, des tourelles blindées dominaient avec leurs canons qui maintenaient dans leur ligne de mire tout ce qui approchait les tanks. De telles mesures de sécurité n'étaient absolument pas superflues, puisqu'au cours des années précédentes, les extrémistes avaient réussi à faire sauter des bâtiments américains, irakiens, français et d'autres ambassades étrangères à Beyrouth. Les casernes, là on parle bien du Hezbollah, les casernes militaires de différents pays, etc. Les victimes se comptaient par dizaines, par centaines même. L'apparition soudaine de ce réseau de barrages a immédiatement été divulguée à la presse et donc à tout le Liban. Le fait que les soviétiques soient protégés notamment par des groupes de combat du PSP en supériorité militaire à Beyrouth-Ouest ont rendu une attaque sur l'ambassade de l'URSS peu attirante. L'enquête soviétique. Entre-temps, d'importantes informations ont été fournies par les canaux de la coopération du renseignement de la République démocratique allemande, l'Algérie, l'Irak
les républiques populaires, la Hongrie, les républiques populaires et démocratiques du Yémen, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, etc. Cependant, bien qu'il n'y ait aucun problème apparent, tout ne s'est pas passé sans encombre. Donc l'Algérie, la République démocratique allemande, l'Irak, tout ceci était aligné sur le bloc Est. Donc lorsque le Hezbollah a pris en otage des soviétiques, des ressortissants soviétiques, l'Algérie, entre autres, a fourni des renseignements clairs à l'URSS. Donc la Hongrie, la Bulgarie, etc. Le travail du groupe de recherche pour cette enquête a été considérablement compliqué par le fait que certains groupements ayant de mauvais rapports politiques avec le Liban ont brouillé exprès les cartes. Comme on le sait par la suite, pendant les premiers jours, l'un des principaux organisateurs des actes terroristes a même rendu une visite sympathique à l'ambassade soviétique en proposant son aide. Par conséquent, les services de renseignement ont étudié et constamment corrigé les versions du crime commis. Cela a permis de préciser dans quelle mesure les organisations islamistes ont été impliquées, si les Palestiniens avaient un lien avec cela et qui avait la plus grande influence sur les preneurs d'otages. Donc c'est là où l'on voit que les cartes se redistribuent constamment et que toutes les factions ayant des relations aujourd'hui bien établies, solides, ce n'était pas le cas hier pour celle-ci. Alors, attendez 2 secondes. Le groupe de recherche ne pouvait Donc le groupe de recherche ne pouvait pas se permettre de rejeter sans l'avoir vérifié l'une ou l'autre des variables possibles de l'affaire. Une analyse poussée de l'activité des organisations islamistes a été effectuée. Parallèlement aux diverses versions sur la possible participation de différentes organisations, on a étudié les arguments pouvant exclure leur participation. Tout s'est retrouvé dans un vaste plan d'activité de recherche. L'affaire se compliquait du fait qu'à chaque départ d'agent dans la ville et ses abords était associé que chaque départ d'agent dans la ville et ses abords était associé à un risque pour leur vie, découlant de l'ultimatum posé par les kidnappeurs. Pour cela, ils partaient armés et vêtus d'un gilet pare-balles. Dans les cas les plus dangereux, des gardes-frontières soviétiques du service de protection de l'ambassade couvraient les agents. Plus d'une fois, après une menace, il fallait se rendre dans les morgues des hôpitaux pour identifier les cadavres. Mais il se trouvait être les corps d'autres personnes. Quant à la recherche, elle s'est construite sur une nouvelle base qualitative. Sur les instructions du président libanais Amin Gemayel, un comité de coordination spéciale pour la libération des otages a été créé, et des officiers de l'armée libanaise et de diverses organisations politiques libanaises ainsi que les collaborateurs de l'ambassade de l'URSS en sont devenus membres. Le chargé d'affaires par intérim de l'Union soviétique au Liban, Yuri Souslikov, a remis à Shemseddin, vice-président du Conseil supérieur islamique du pays, le message des autorités musulmanes de l'URSS. Les dirigeants de la Syrie se sont accordés avec leurs alliés politiques au Liban sur la création d'une commission commune pour la libération des otages soviétiques. Les agents du renseignement syrien au Liban ont reçu l'instruction d'entrer en contact avec les représentants de l'ambassade de l'URSS. Les agents soviétiques en place à Beyrouth ont prolongé leurs recherches entre les duels permanents d'artillerie et les fusillades de rue entre les groupes libanais. Un de leurs Un de ces intenses conflits armés a surpris un agent et ses 2 collaborateurs à 1 kilomètre de l'ambassade soviétique. Plus d'1 heure s'est écoulée avant qu'ils ne réussissent à parvenir à l'ambassade par un couloir extrêmement dangereux, formé pour quelques minutes par les parties belligérantes conformément à l'accord mutuel spécifiquement passé pour le passage des diplomates soviétiques. Donc malgré une situation conflictuelle, on s'en tient côté palestinien, côté libanais surtout, mais les Palestiniens sont aussi engagés.
on s'en tient à ne pas toucher aux soviétiques, à leurs diplomates du moins. Parfois, le succès a semblé tout proche. Encore un petit effort et les otages seraient en liberté. Mais au dernier moment, quelque chose empêchait de faire aboutir l'affaire et il fallait continuer les recherches. On a reçu des informations sur la volonté des terroristes de libérer les otages, mais immédiatement ont suivi des données sur un durcissement de leur position. Certaines sources de l'enquête se sont retrouvées sous la menace afin d'obtenir rapidement des données et réaliser des jeux stratégiques avec les preneurs d'otages. Mais elles continuaient leur travail avec dévouement. L'une d'elles était si proche dans l'entourage des kidnappeurs qu'ils l'ont même consulté pour voir comment agir par la suite. Par ailleurs, dans le même temps, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d'autres puissances occidentales continuaient à enquêter à Beyrouth pour parvenir à la libération des otages. L'une des méthodes possibles était de proposer des millions de dollars en échange de la libération de leurs compatriotes. De telles propositions ne faisaient qu'exciter de potentiels kidnappeurs. L'Union soviétique, notamment, ne se prêtait pas à ce type de négociations. De plus, par le biais de canaux spécialement créés, on informait les extrémistes de l'inutilité totale de tenter de traiter de cette manière avec l'URSS. Au Liban, le travail minutieux des agents s'est poursuivi. Donc on voit la complexité de récupérer des otages. C'est pas si simple. C'est loin d'être si simple puisque les belligérants, en l'occurrence les ravisseurs, ceux qui détiennent les otages, ne les libéreront pas jusqu'à obtenir ce qu'ils désirent. Au Liban, le travail minutieux des agents s'est poursuivi, ayant éclairci par un canal de service secret que les citoyens soviétiques enlevés étaient retenus par le Hezbollah. Les agents à Beyrouth ont demandé au centre la permission de rencontrer le leader spirituel de l'organisation, Mohammed Fadlullah, donc le chef spirituel du Hezbollah. Moscou Moscou a donné son accord. Un agent s'y est donc rendu, prenant un risque peu ordinaire, car le shirk n'avait jamais accepté de recevoir les représentants d'États étrangers. Il vivait sous la protection des combattants dans une banlieue de Beyrouth où les Européens ne se risquaient pas. La rencontre a eu lieu par l'intermédiaire du chef du service de sécurité du PSP, Abu Saïd. L'agent soviétique savait que le shir Fadlullah était très respecté au sein de la communauté chiite du Liban. Le titre d'Ayatollah lui avait été donné par Khomeini, le chef de la révolution islamique de l'Iran en personne, en ayant fait son égal. Il était difficile de croire que l'agréable Fadlullah, théoricien autoritaire et interprète de l'islam, pouvait être derrière cette prise d'otage. Néanmoins, c'était le cas, et c'est à ce moment que le fait que les otages étaient retenus par cette organisation est devenu certain. Sans découvrir les faits avérés qu'il avait déjà en sa possession, l'agent, lors de sa conversation avec Fadlullah, a souligné que les otages souffraient, alors qu'ils représentaient un pays en bonne relation avec les Arabes. Et, venant à l'essentiel, que cette stratégie ne changerait pas la politique de la grande puissance. L'Union soviétique comprenait que les kidnappeurs et leurs commanditaires étaient dans l'erreur, et c'est pour cela qu'elle attendait patiemment qu'ils en sortent. L'agent a exprimé l'espoir que le shir comprenne aussi cela et qu'il se serve de son autorité pour s'adresser aux auteurs de l'enlèvement lors du sermon du vendredi suivant, ce qui résoudrait probablement le problème de la libération des otages. Le cheikh Fadlullah a regardé attentivement l'agent et a promis qu'il prierait pour que les otages soient libérés. Moscou s'est adressé au roi Hussein de Jordanie pour lui demander d'exercer son influence sur le Hezbollah. Le monarque a fait savoir qu'il tenterait d'utiliser son pouvoir sur les fondamentalistes pour faciliter le destin des otages. Dans la bouche du roi, cela avait beaucoup de sens, malgré son incertitude apparente comme s'il avait prononcé des paroles en l'air. Des messages analogues allant dans le même sens ont été adressés au leader de la Jamahiriyah arabe libyenne, Kadhafi, et aux dirigeants iraniens. Ces pays ont assuré leur amitié sincère et leur volonté d'aider. Le sort des otages. Donc la demande a été faite à l'Iran d'influer ou d'influencer plutôt le Hezbollah afin que celui-ci libère les otages. Mais le Hezbollah est
lui-même soutenu par l'Iran. Donc lorsque l'Iran répond oui, oui, on fera ce qu'il faut, on comprend que c'est très ironique. Bien que l'enquête se précise, le destin des otages soviétiques est devenu compliqué. Un jour, à l'aube, ils ont été transportés avec les yeux bandés et les mains liées dans un petit garage. Là, les prisonniers ont été enroulés des pieds à la tête avec un large ruban adhésif, un peu comme des momies égyptiennes. On leur avait seulement laissé une petite fente pour les narines. Ils ont été placés dans cet état dans un container plat secret, destiné au transport des passagers mais également probablement au transport des armes, installé sous la carrosserie d'une camionnette. Ouais, c'est quand même quelque chose. En hauteur, cela permettait de fourrer avec peine la personne ainsi emballée. Momifiée, on pourrait dire, puisque l'exemple a été donné. L'itinéraire du déplacement suivait le long de la cible maritime. Ouais. L'itinéraire du déplacement suivait le long de la côte maritime, puis continuait dans la chaîne de montagnes jusqu'à la plaine de la Beka. Ils ont pu le comprendre grâce au bruit du moteur et à l'effet caractéristique sur les oreilles de la montée en altitude. La raison pour laquelle les prisonniers avaient été emballés ainsi est devenue évidente. Sans de telles précautions, se déplacer avec eux dans les montagnes en passant de nombreux postes du PPS, le Parti populaire syrien, était impossible. Les otages ont ainsi été étroitement enroulés pour qu'ils ne puissent pas se manifester et être découverts s'ils s'exprimaient, frappaient ou même s'agitaient au passage de ces postes. Dans la plaine de la Beka, ils les ont déchargés sur une base de transbordement, placée dans un hangar en pierre encombré par des caisses remplies de pièces d'artillerie et de mines. Après cela, tous trois ont été chargés dans les coffres arrière de deux voitures et amenés à une grande maison rurale. Ils se trouvaient à l'écart, ils voyaient au loin les montagnes. Les otages ont été placés dans une remise, après qu'on a fixé la jambe de chacun après qu'on a fixé à la jambe de chacun une chaîne en fer verrouillée au sol. Fin octobre, le centre recommandait un agent de renseignement soviétique pour rencontrer encore une fois à Beyrouth le leader spirituel du Hezbollah. Alors, je vais me mettre plus à l'aise. Dans le télégramme de Moscou, il était indiqué qu'au cours de cette conversation avec le shir, il fallait, si nécessaire, lui infliger une pression psychologique. Ayant reçu carte blanche, l'agent a déclaré avoir mené une conversation tendue avec le shir Fadlullah, où il a exprimé que, dans cette situation, l'Union soviétique avait fait preuve d'un maximum de patience, mais que l'attente pouvait se transformer en action sérieuse. L'ayatollah s'est tendu, a fortement réfléchi, puis a répondu qu'il priait Allah pour la libération des otages. Puis a répondu qu'il priait Allah pour la libération des otages. Deux fois. Après ce dialogue sous tension, le chef du service de sécurité du PPS, Abu Saïd, accompagnant l'agent sur le chemin du retour, s'est inquiété de savoir si, après cela, il pourrait toujours sortir du quartier général du Hezbollah. Peu de temps après, le soir du 30 octobre 1985, le garde-frontière en service à l'entrée principale de l'ambassade de l'URSS à Beyrouth a examiné les écrans vidéo montrant les abords du bâtiment diplomatique soviétique. Trois inconnus barbus en maillot de sport sonnaient avec insistance à la porte. Il n'a pas tout de suite reconnu les anciens otages Valéry Mirikov, Nikolai Svirsky et Oleg Spirin. La veille, ils avaient été emmenés les yeux bandés sur un terrain vague proche de l'ambassade soviétique. Les kidnappeurs leur ont demandé de ne pas retirer leurs bandeaux tant que le bruit de la voiture ne se serait pas éloigné. Quand le son du moteur a cessé, nos compatriotes, ayant retiré de leurs yeux les larges bandeaux, se sont immédiatement précipités à l'ambassade. Donc on rappelle que l'auteur est russe. Il a été supposé que les enquêteurs avaient utilisé la torture sur des personnes liées à l'enlèvement. Cependant, il paraît peu probable que les otages aient été libérés après cela. De plus, il est nécessaire de souligner que les soviétiques, après la libération des otages, n'a accepté aucune. Alors attendez, il y a une erreur là.
Donc de plus, il est nécessaire de souligner que les soviétiques, après la libération des otages, n'ont accepté aucune mesure répressive contre les organisateurs et les auteurs de l'enlèvement. Cependant, ceux qui étaient derrière cet acte terroriste ont compris que parlementer avec l'Union soviétique via de telles méthodes était non seulement inutile, mais aussi contre-productif. Il faut aussi noter que le travail politique efficace de la libération des otages soviétiques a été accompagné par des actions spéciales à caractère de propagande informative diffusées par la TASS, l'agence télégraphique de l'Union soviétique, l'APN et le renseignement soviétique. À la suite de ces actions collectives, la guerre de l'information contre les terroristes a été gagnée. Au Liban et dans la plupart des États arabes, la nouvelle de la rapide libération des citoyens soviétiques a été perçue avec une grande satisfaction. Les visages de l'opposition. 5 ans après le début de la crise politique intérieure en Syrie, l'opposition reste bridée politiquement et dans son organisation. Nous allons nommer certains de ces formations et groupes. La coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution syrienne. Un certain nombre de groupes se tenant en dehors de la Syrie se sont accordés pour créer cette coalition. Cette coalition devait obtenir une large audience internationale en qualité de seul représentant légal du peuple syrien et devenir une plateforme pour l'aide financière mais aussi probablement militaire. On a pensé qu'elle dirigerait les opérations contrôlées, on a pensé qu'elle dirigerait les régions contrôlées par les combattants et planifier le développement du pays après le remplacement du régime du président Bachar al-Assad. Le projet de coalition nationale se trouvait dans le document publié par le célèbre dissident Riyad Seif. Par la suite, il a été élu l'un des deux adjoints du chef. Par la suite, il a été élu l'un des deux adjoints du chef de cette organisation. Ces propositions étaient fondées sur les décisions acceptées lors de la conférence de l'opposition au Caire en juillet 2012 qui appelait les groupes d'opposition à s'unir dans une structure dirigeante. Donc là, on rappelle qu'on est passé du cas de l'implication syrienne au Liban dans les années 80, avec l'exemple des otages pris par le Hezbollah, donc au service de l'Iran, soutenu du moins par l'Iran, et que la pression soviétique avait permis à ce que les leaders du Hezbollah décident de libérer les otages soviétiques. Le fait est que la Russie conserve toujours, en ce qui concerne le Liban et surtout la Syrie, ce poids, cette capacité de convaincre, de conviction. Et en l'occurrence plutôt de persuasion. Par la suite, il a été élu l'un des deux adjoints du chef de cette organisation. Ces propositions étaient fondées sur des décisions acceptées lors de la conférence de l'opposition au Caire. Donc après s'être réunis à Doha, capitale du Qatar, toujours le Qatar dans l'histoire. Après s'être réunis à Doha, la coalition nationale a annoncé sur sa page Facebook que ses efforts étaient dirigés vers le soutien des forces révolutionnaires dans leur lutte pour le renversement du régime d'El-Assad et le passage de la Syrie vers un État démocratique et pluraliste. Puisqu'en effet le pluralisme a toujours été symbole de liberté et de démocratie. Et on sait que la liberté et la démocratie, notamment dans leur définition, dans la définition première de la démocratie, c'est hors de l'islam, c'est étranger à l'islam, et la liberté en tant qu'acquis social, la liberté en tant qu'acquis social est une chose qui relève bien sûr du droit, à savoir nous sommes libres ou nous sommes esclaves, mais donc du statut juridique, mais en ce qui concerne la liberté comme valeur supérieure, ça c'est étranger à l'islam. Six membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe Persique ont été les premiers à la reconnaître en qualité de représentant légal, donc nous parlons de la coalition nationale, du peuple syrien. Ils ont été suivis par la Turquie, la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne et les États-Unis. Donc d'abord c'est le Qatar et ensuite c'est tous ces pays. En décembre 2012, plusieurs dizaines de pays ont aussi reconnu cette coalition lors d'une réunion du groupe des Amis de la Syrie à Marrakech. La Russie, la Chine, l'Iran et d'autres pays désirant prolonger leurs relations amicales traditionnelles avec Damas ont refusé de faire cela. Donc là, on est au début de la révolution syrienne.
Le premier chef de la coalition nationale fut Ahmed Mouaz El-Khatib, un imam sunnite. En mars 2013, il donne sa démission en déclarant que certaines puissances étrangères ont posé trop de conditions à leur assistance à l'opposition et aux groupes armés, tentant de manipuler l'activité de la coalition nationale dans leurs propres intérêts. Rapidement s'est mis en place un prétendu gouvernement temporaire de transition avec comme premier ministre annoncé un citoyen des États-Unis, Hassan Ito. Sa candidature était soutenue par les frères musulmans et le secrétaire général de la coalition nationale, Mustafa Sabbar, businessman ayant des relations étroites avec le Qatar. La coalition nationale n'a pas été capable de gérer l'ensemble des groupes antigouvernementaux armés de Syrie et encore moins d'avoir une influence sur l'activité djihadiste des groupes. Le Conseil national syrien, CNS, représente la coalition des groupes et des militants d'opposition formés en octobre 2011 en qualité d'alternative digne au gouvernement syrien dans les contacts avec la communauté internationale, c'est-à-dire Israël et les États-Unis en particulier. Le chef agissant est le chrétien et ancien communiste Georges Sabra. Il a remplacé à ce poste le kurde Abdulbasit Seyida ou Seida en novembre 2012. Le CNS déclare sur son site que la nouvelle Syrie deviendra un État souverain, démocratique, pluraliste et civique. Ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est que Jaish al-Islam a dit la même chose, alors qu'à la base ils étaient censés être salafistes. Plus le conflit a évolué, plus les pertes ont été nombreuses, et plus donc le CNS. Et donc voilà. Et donc ça a suivi cette direction-là. Donc le CNS déclare sur son site que la nouvelle Syrie deviendra un État souverain, démocratique, pluraliste et civique. Donc oui, Jaish al-Islam qui a la même posture. Au début, qui condamnait les Alaouites, qui disait même qu'ils étaient clairement des kafiroun. Et ensuite, les Alaouites, finalement, ils font partie de la nation syrienne. Donc plus le conflit a progressé et plus la pression devenait forte contre le groupe jusqu'à ce qu'il se rende à la Turquie. Ces derniers observaient une position euh, malheureusement qui a évolué, qui s'est dégradée. C'est-à-dire, ils ont commencé par être fermes, ils ont commencé par être dans un certain, observer une certaine forme de séparatisme, et ensuite ils en sont venus à adopter le démocratisme et à accepter que les Alaouites puissent, ainsi que les Druzes, avoir voix au chapitre. Donc le pluralisme de la société. Donc le CNS déclare sur son site que la nouvelle Syrie deviendra un État souverain, démocratique, pluraliste et civique, une république parlementaire, à la base duquel on pose les principes de l'égalité et de la séparation des pouvoirs, ainsi que la protection des droits des minorités. Le CNS, majoritairement sunnite, tente d'attirer par tous les moyens dans ses rangs les chrétiens et les alaouites. Puisque chacune de ces communautés représente 10% de la population du pays. Mais jusqu'ici, les chrétiens et les alaouites sont restés fidèles au gouvernement en place. Des relations de rivalité se sont établies entre le CNS qui travaille hors de la Syrie, le Comité de coordination nationale pour les changements démocratiques et le bloc d'opposition dont les leaders vivent en permanence en Syrie. Le Conseil national syrien éprouve aussi des difficultés pour travailler avec l'armée syrienne libre. Néanmoins, ces deux structures, politiques et armées, se sont mises d'accord pour coordonner leurs activités. En octobre 2013, Sabra a déclaré que le CNS ne participerait pas à la conférence de Genève sur convocation de la Russie et des États-Unis dans le but de travailler à trouver une solution politique au problème syrien. Le Comité national de coordination pour le changement démocratique, il est créé en juin 2011 et regroupe 16 formations politiques de gauche, 3 partis kurdes et des organisations indépendantes de la jeunesse. Le président en est Hassan Abdul Azim, un leader de l'Union démocratique arabe socialiste. Son assistant et coordinateur à l'étranger est Haytham Manna. Il vit à Paris. À la différence de la coalition nationale et du Conseil national syrien,
Le CNCD est ouvert à un arrangement politique. Son appel au dialogue stipule un cessez-le-feu, le retrait de l'armée des villes et la libération de tous les prisonniers politiques. Les leaders du CNCD trouvent que l'armée syrienne libre est une partie intégrante de la révolution et joue un important rôle dans la protection de la société. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils accusent le CNS et la coalition nationale d'accepter l'aide de la Turquie et des États arabes du Golfe Persique qui assurent la création, le soutien financier et la livraison d'armes aux combattants. En septembre 2012, le CNCD a organisé la conférence pour le sauvetage de la Syrie, rencontre ouverte des opposants à Damas qui a été autorisée par les pouvoirs en place. L'accord adopté par les participants a appelé en particulier à se diriger vers un remplacement du régime et l'abolition de tous ses symboles, la construction d'un État civil démocratique, vers le refus de la scission entre les sunnites et les chiites, vers la résistance non violente et en même temps vers la reconnaissance de l'armée syrienne libre comme l'une des composantes de la révolution, vers la protection des populations civiles, vers une décision démocratique concernant la question des nationalités kurdes, vers la préservation de l'intégrité territoriale de la Syrie, vers un choix démocratique sur la question des nationalités kurdes, vers la préservation enfin de l'intégrité territoriale de la Syrie. Le Conseil supérieur des Kurdes de Syrie a été formé en juillet 2012 par le Conseil national du Kurdistan occidental dirigé d'une part par le Parti de l'Union démocratique et d'autre part par le Conseil national kurde. Cela a été initié par Massoud Barzani, le chef de la région autonome kurde d'Irak, dans le but d'éliminer les contradictions entre les Kurdes. Plus tard, des différends sont apparus entre eux au sujet de la participation des Kurdes à la conférence internationale Genève 2, proposée par la Russie et les États-Unis. Les groupements armés. En Syrie, on compte près de 1000 formations antigouvernementales armées, au sein desquelles luttent jusqu'à 100 000 hommes. Plusieurs groupes sont de petite taille, mais il y a de grands groupements agissant dans tout le pays. Les formations armées s'entendent souvent les unes avec les autres. Nous énumérerons certaines d'entre elles. Le Conseil supérieur de guerre et l'armée syrienne libre, dont le leader est le général de brigade Salim Idriss. L'armée syrienne libre a été formée en août 2011 par d'anciens officiers syriens passés en Turquie. Elle a été présidée par le colonel Riyad al-Assad. Plusieurs groupes dépareillés apparus dans tout le pays ont annoncé leur appartenance à l'armée syrienne libre. Malgré cela, sa direction n'avait pratiquement aucun contrôle sur eux et leurs actions. La Turquie et les États arabes du Golfe Persique, sympathisant des opposants, soutenaient l'armée syrienne libre financièrement. En décembre 2012, le Conseil supérieur de guerre a été créé. Les détachements de l'armée syrienne libre s'y sont unis, ainsi qu'une série d'anciens groupes indépendants à tendance islamiste. Dans ses déclarations publiques, le général Idriss présente le Conseil supérieur de guerre comme une alternative au groupement djihadiste en Syrie. Et c'est là où on voit justement la manipulation, c'est que ils n'ont pas soutenu la rébellion syrienne gratuitement par humanisme, mais pour empêcher que des plus radicaux, donc les modérés ont été soutenus, afin qu'ils obstruent le chemin aux radicaux. Dans ses déclarations publiques, le général Idriss présente le Conseil supérieur de guerre comme une alternative au groupement djihadiste en Syrie, comme on le disait juste avant. Il y a néanmoins beaucoup de combattants de l'armée syrienne libre qui coopèrent avec des groupements islamistes à la ligne de conduite rigide, Ahrar al-Sham, et liés à Al-Qaïda et des djihadistes du Front An-Nusra et de l'État islamique en Irak et au Levant. EIIL. Parmi les groupes les plus connus reconnaissant la domination du Conseil supérieur de guerre, la Brigade des martyrs de Yarmouk, le chef est Jamal Ma'rouf, la quantité approximative de combattants est de 7000. Son activité est concentrée sur le nord-ouest du pays. La Brigade de la Tempête du Nord, qui est un groupe islamiste modéré dans le cadre de l'armée syrienne libre. Il tenait jusqu'à récemment Babul Hawa, à la frontière avec la Turquie.
En septembre 2013, à la suite des affrontements sanglants entre les combattants de la Turquie, non, pardon, entre les combattants de la Tempête du Nord et ceux de l'État islamique, donc en septembre 2013, à la suite des affrontements sanglants entre les combattants de la Tempête du Nord et ceux de l'État islamique, le contrôle de Bab ul-Hawa ainsi que de la localité voisine A'azaz a été perdu par la brigade. Le Front islamique de libération syrien, dont le leader est le cheikh Ahmed Abou Aïssa, il déclare 35 000 combattants. Le front représente l'alliance d'environ 20 groupes d'insurrection à tendance islamiste, y compris les équipes d'Al-Farouq, donc Kata'ib al-Farouq, Liwa al-Tawhid, Liwa al-Fath, Liwa al-Islam, Suqur al-Sham et le Conseil révolutionnaire de Daïr al-Zour, agissant jusqu'à récemment dans les provinces de Dimashq, Hims et Halab. Donc Damas, Homs et Alep. Et que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, le nombre de milices existants, le nombre de groupes combattants existants est si important que malheureusement on a bien souvent, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas le courage d'aller déblayer tout ça. Suqur al-Shem, les faucons de la Syrie, également traduit aigle du Levant. Son leader est le cheikh Ahmed Aïssa. Ce groupement est l'un des plus radicaux au sein du front. Il a été formé dans la région du Jabal al-Zawiyah et il est présent à Alep et près de Damas. Le groupement Liwa ut-Tawhid. Exactement. Suqur al-Shem ont eu des leaders qui venaient de France, dont Bessem el-Bayashi. Donc, le groupement Liwa ut-Tawhid, l'armée de l'unicité, a été formé en juillet 2012 à la suite de la réunion des formations armées séparées agissant sur le terrain de villages au nord d'Alep. À présent, Liwa ut-Tawhid est devenu l'une des forces principales d'insurrection dans la province. Son leader, Abdul Qadir Saleh, ancien businessman. Et c'est là où on a des oppositions internes. À présent, Liwa ut-Tawhid est devenu l'une des forces principales d'insurrection dans la province. Son leader, Abdul Qadir Saleh, ancien businessman connu comme le Hajj de Maria, a été tué à la suite du coup porté par les forces aériennes gouvernementales en novembre 2013. Après cela, la place du leader a été occupée par Abdulaziz Salamah, connu pour sa proclamation en septembre 2013 de la déclaration de 11 groupes islamistes ne reconnaissant pas de coalition nationale et appelant l'opposition à s'unir sous l'étendard de l'islam. Jaishul Islam, on en parlait, l'armée de l'islam. Son leader est Zahran al-Louch, un militant salafiste. Initialement nommé Liwa ul-Islam, la brigade de l'islam, il est connu pour avoir déclaré qu'il était derrière l'exposition du quartier général du bureau de la sécurité nationale, qui était derrière l'explosion. Il était derrière l'explosion du quartier général du bureau de la sécurité nationale à Damas en juillet 2012, où ont péri quelques membres de la direction syrienne, y compris le ministre de la Défense de la Syrie, Rajah, donc D. Rajah. Après la fusion avec des groupements islamistes s'agissant du côté après la fusion avec des groupes islamistes agissant du côté de Damas en septembre 2013, il prend le nom de Jaishul Islam. Il a été créé pour l'acquisition de l'unité parmi les Moudjahidines. Les experts croient que Jaishul Islam est devenu une tentative pour l'Arabie Saoudite de créer une alternative avec des djihadistes au groupement indirectement donc une alternative aux djihadistes avec les djihadistes au groupement directement lié à Al-Qaïda, puisque Jaishul Islam, lui, ce groupe avait pour allégeance l'Arabie Saoudite. Une allégeance concernant ou dirigée vers l'Arabie Saoudite. Le Front islamique syrien, présidé par Hassan al-Abboud. Avant la crise syrienne en 2011, Hassan al-Abboud était en prison, mais il a été amnistié. Il appelle le Front islamique à la création d'un État sunnite islamique basé sur la charia, mais ne soutient pas les slogans du djihad global. Ahrar al-Shem, mouvement islamique des hommes libres du Shem, est salafiste. Ce groupe est apparu dans la province du nord-ouest d'Idlib.
Il s'est chargé de la gestion de 83 formations armées. Ah oui, quand même. Il s'est uni avec 3 autres groupements appartenant au Front islamique en février 2013. Les combattants de cette organisation sont parmi les premiers à utiliser des engins explosifs improvisés. En mars, le groupe a dirigé l'attaque. Oh non. Il y a un problème là. Excusez-moi. Donc c'est réglé. Alors les combattants de cette organisation sont parmi les premiers à utiliser des engins explosifs improvisés, des IED. En mars, le groupe a dirigé l'attaque des combattants sur la province de Raqqa, où s'est installé le quartier général de l'EI. À présent, ce territoire subit les attaques aériennes de l'aviation russe. Donc on voit que Ahrar Shem a ciblé l'EI dès le départ. Auprès des groupes indépendants islamiques viennent se ranger les brigades Ahfad al-Rasoul, le front. Alors attends. Donc le front d'Asala wa Tenmiya, le front An-Nusra, dérive des groupes djihadistes. Il est créé à la mi-2011. Ces combattants ont agi activement dans 11 des 14 provinces syriennes. Le groupement est devenu célèbre après des attentats terroristes kamikazes dans quelques centres-villes, aboutissant à la mort de civils. Puis ces combattants ont pris part à de grands actes de terreur. À présent, ils contrôlent le territoire dans le nord de la Syrie. Donc Jabhat al-Nusra, qui est devenu HTS, bien sûr, aujourd'hui. Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar, l'armée des compagnons d'armes du prophète. Donc l'armée des immigrés et des soutiens. Est un groupement comprenant particulièrement des combattants étrangers. Al-Muhajirun, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Notamment venu du Caucase du Nord. Il est formé en mars 2013 et aspire à créer en Syrie un État islamique. Il est fondé dans la province d'Alep, mais suite aux demandes de ses représentants. Donc le mouvement est fondé dans la province d'Alep, mais suite aux demandes de ses représentants, le mouvement agit dans le Goudjat et l'Atakié. Le groupe est présidé par le djihadiste Omar Shishani. Donc Shishani qui va venir renforcer les rangs de l'EI et en être le chef des armées. Donc l'État islamique en Irak et au Levant, EIIL. Cette organisation particulièrement extrémiste a été formée en Irak en 2006 pendant l'occupation du pays par l'armée américaine. Donc ça c'est lorsque le Majlis al-Shura al-Mujahideen établit ou désigne plutôt le calife. Alors, enfin le calife, le émir à l'époque, hein, c'était le émir. Mais sinon, l'organisation elle-même remonte à 99 en tant que telle, les bases de l'organisation. Donc cette organisation particulièrement extrémiste a été formée en Irak en 2006 pendant l'occupation du pays par l'armée américaine. Sa base est composée des représentants du parti Ba'ath qui était au pouvoir avant. Encore un fantasme, bien sûr. Le Jordanien Abu Mus'ab al-Zarqawi est considéré comme son fondateur. L'EIL a réuni autour de lui les sunnites, fait la guerre contre les chiites, les États-Unis, le pouvoir actuel de l'Irak, de la Syrie, de la Libye et en général représente l'ennemi de toute la civilisation occidentale. Son but est de créer au Proche-Orient, et plus précisément sur le territoire de l'Irak, de la Syrie et du Liban, un État islamique dans lequel la charia ferait loi. Le siège de l'EIL se trouve pour l'instant dans la ville syrienne de Raqqa. Donc là on est en 2016 hein, bien sûr, il faut se rappeler que le livre est écrit en 2016. Le IIL mène des combats actifs au nord et à l'ouest de l'Irak, a envahi quelques villes très importantes en Irak, y compris Mossoul et Tikrit,. En Syrie, il contrôle la partie est
et le centre du pays. Hum, 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 hum. En Libye, le IIL a occupé une certaine partie de la côte méditerranéenne entre Tripoli et Benghazi. Lors des actions armées, ce groupement utilise des armes modernes, y compris des substances toxiques. Lors de l'exécution des infidèles, les militants de l'EIIL recourent souvent à une extrême cruauté. Le monde a frémi devant les cruelles exécutions publiques de citoyens américains et français. James Foley, Sotloff, Heinz, Gourdel. On connaît aussi des crimes de l'EIL contre les militaires de l'Irak. Les victimes se comptent par centaines. Ainsi, le 16 juin 2014, les militants de l'EIL ont tué 1400 prisonniers d'un coup. Donc le massacre de la base Spacer. Et le 4 septembre de la même année, 700. Ah, c'est terrible. Ça, c'est ce que. Ah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alors je dis c'est terrible, hein, bien sûr, c'est la guerre, hein, mais le nombre est très important. Le massacre de la base Spacer, bon, c'était des réservistes certes, mais c'était des gens qui portaient l'uniforme. Donc, dans une logique martiale, c'est inévitable. La quantité des yézidis parmi eux, l'un des plus anciens peuples de la Terre, la manière dont l'auteur présente les yézidis, c'est marrant. Pratiquant le culte du soleil ne peut même pas être compté. Les atrocités des membres de l'EIL ont obligé les États-Unis et leurs alliés à lancer contre les terroristes une opération militaire conjointe. À la fin 2014, l'EIL contrôlait près de 45% du territoire irakien, ayant subjugué les provinces de Ninive et de Salahuddin au nord du pays, la province de Diyala à l'est, une partie de la province de Kirkuk riche en pétrole. À l'ouest, l'EIL a envahi la plupart des villes de la province d'Ambar, à la frontière avec la Syrie. Selon certaines sources, une partie du territoire frontalier avec l'Arabie saoudite se trouve sous son contrôle. Ainsi, le pouvoir de l'EIL en Irak est répandu dans le prétendu triangle sunnite euh, qui englobe 6 provinces dans le centre du pays. En même temps, l'organisation a accès aux frontières du Kurdistan irakien, de la Syrie et de la Jordanie. Après les victimes que nous avons nommées, des islamistes ont exécuté l'anglais Alan Henning, les japonais Haruna Yukawa et Kenji Goto, 13 adolescents pour le visionnage d'un match de football de la Coupe d'Asie. L'américain Peter Edward Kassig ont brûlé vif le pilote jordanien Mu'adh El-Kassas, donc Kassasba, c'est assez bizarre comme nom. L'attitude barbare de l'EIL envers les monuments et les valeurs de la culture mondiale que ces militants détruisent sans vergogne étourdit. Le musée de la ville de Mossoul est ravagé. Ils ont cassé les statues de la ville assyrienne de Nimrod, les ruines de la ville de Dur-Sharokin. À Palmyre, des temples anciens ont été détruits. Aujourd'hui, 10 000 objets culturels d'importance mondiale se trouvent sous le contrôle de l'EIL, y compris les 6 sites du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Donc ces 6 sites se trouvent en Syrie et 3 sur 4 en Irak. Le 18 août 2015, l'archéologue syrien de 85 ans, Khaled Assad, ou Assad, expert du musée de l'Antiquité de Palmyre, l'ancien directeur des antiquités et des musées de cette ville syrienne, a été publiquement décapité. L'EI jusqu'à récemment contrôlait déjà plus de la moitié du territoire de la Syrie. Donc on est en 2016 encore une fois. Même si l'aviation des États-Unis, de l'Australie et de la France bombardait ses troupes. Donc l'EI jusqu'à récemment, et bon c'est le cas aujourd'hui, mais là on parle vraiment d'empreinte territoriale. L'EI jusqu'à récemment contrôlait déjà plus de la moitié du territoire de la Syrie, même si l'aviation des États-Unis, de l'Australie et de la France bombardait ses troupes. Néanmoins, ces actions n'étaient pas coordonnées avec
les forces militaires du président de la République arabe syrienne Bachar al-Assad. Pour un contact plus étroit entre toutes les forces anti-EIL à Bagdad, un poids de coordination a été créé par la Russie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Bien entendu, la Syrie nie officiellement. Alors non, pardon, bien entendu. La Syrie a officiellement demandé à la Russie un soutien militaire. Le 30 septembre, l'aviation de la Fédération de Russie a frappé pour la première fois des militants de l'EIL. Ayant obtenu l'approbation des deux chambres du Parlement de la Fédération de Russie, le président russe Vladimir Poutine a ordonné de commencer une action antiterroriste contre l'EIL que la presse mondiale a appelée l'opération Vengeance. Donc déjà 1 heure de live. Alors je préviens que je ne vais pas tarder aujourd'hui, car j'éprouve de la fatigue et je dois me reposer. Donc dernière page et après je vais me reposer. Le reportage de la zone de combat. Ce matériel a été préparé pour notre livre, donc le livre de l'auteur, par le commentateur international de Rossiyskaya Gazeta Yuri Gavrilov, établi dans la base aérienne syrienne de Khmeimim. Ce port aérien ne reçoit plus maintenant d'avions étrangers, et les avions locaux apparaissent rarement. Rarement parce que jour et nuit, presque sans intervalle, décollent et atterrissent ici des bombardiers, des avions d'attaque et des chasseurs russes. Et le ciel autour de l'aérodrome est patrouillé en permanence par des hélicoptères Mi-24 et Mi-8 avec des missiles sur la suspension externe. Leur tâche principale est de ne pas laisser les terroristes s'approcher de l'aérodrome. Les avions sont les plus vulnérables lors du décollage et de l'atterrissage. C'est pourquoi les équipages à voilure tournante veillent à ce qu'un homme avec un canon antiaérien ou une mitrailleuse. Donc alors attendez, c'est pourquoi les équipages à voilure tournante veillent à ce qu'un homme avec un canon antiaérien ou une mitrailleuse lourde ne se cache pas parmi les mandariniers. Les hélicos volent vite, comme cela il y a moins de chances qu'ils soient touchés eux-mêmes. Et bas, ils sondent d'en haut chaque parcelle de terre autour de leur base. Le système de sécurité que nos militaires, donc les Russes, ont organisé à l'aérodrome et aux alentours est digne de certains services spéciaux. À l'entrée de Khmeimim, des militaristes locaux avec des mitrailleuses à la main assurent la permanence. Quelques dizaines de mètres plus loin, il y a encore un poste de contrôle, cette fois avec nos militaires armés. La route est barrée d'obstacles en béton. Aucun véhicule ne peut s'approcher de l'aérodrome sans s'arrêter et sans contrôle de papier. Autour de l'aérodrome sont placés des postes de blocage et installés les positions. Donc autour de l'aérodrome sont placés des postes de blocage et installés les positions des systèmes antiaériens. Pantsir S1. Donc Pantsir S1. Les zones de service et d'habitation sur le territoire de l'aérodrome sont entourées de fils barbelés. Les entrées y sont fermées par les barrières gardées par des hommes de garde. On ne rencontre pas de militaires en treillis tropical de combat, couleur chocolat au lait, qui flânent sans rien faire dans la zone d'habitation du service. C'est intéressant de montrer ça, parce qu'il y a beaucoup de soldats des armées régulières qui flânent, qui sont endormis. Donc les gars ici sont sérieux, tous des professionnels de guerre. Il n'y a aucun conscrit et les aviateurs n'ont pas pris beaucoup de temps libre. En outre, tous les déplacements de personnes et de transports sur l'aérodrome sont attentivement contrôlés par la police militaire. Il est facile de les reconnaître grâce à leurs brassards visibles où sont notées les lettres MP pour Military Police sur l'épaule. L'abréviation étrangère n'est pas utilisée par accident. Selon les règles internationales, les agents militaires de l'application de la loi sont obligés de porter en dehors de leur pays
Alors attendez, tac. Facile à reconnaître. Oui, donc voilà, en tout cas, autour de l'aérodrome, euh, clairement, clairement, nous avons des policiers militaires, nous avons des soldats russes qui tiennent la zone. Donc là, je relis un passage, c'est pour ça que je suis silencieux. Donc en outre, tous les déplacements de personnes et de transports sur l'aérodrome sont attentivement contrôlés par la police militaire. Il est facile de les reconnaître grâce à leur brassard visible où sont notées les lettres MP pour Military Police sur l'épaule. L'abréviation étrangère n'est pas utilisée par accident. Selon les règles internationales, les agents militaires de l'application de la loi sont obligés de porter en dehors de leur pays ce signe de distinction. Toute cette défense circulaire est organisée pour assurer la sécurité maximale de nos militaires et le bon fonctionnement de l'aviation. Donc on rappelle encore une fois, l'auteur étant russe, il parle à la première personne du pluriel. À Moscou, les résultats de ce travail sont régulièrement exposés pendant les briefings par le chef du département de service de presse et de l'information du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, ou par l'un des chefs de l'état-major général. Sur place, on a eu la possibilité de connaître, de voir et de prendre en photo nos pilotes et spécialistes du sol, mais aussi d'obtenir les commentaires de Konashenkov avant et après les vols de combat. Donc encore une fois, l'ancrage, et on finit sur cela, l'ancrage de la Russie en Syrie est tel que il n'y a aucun mystère quant au succès des opérations russes contre le I, par exemple, en comparaison à celle des États-Unis, donc du bloc ouest actuel. Hada walhamdulillah, une petite heure de live. Je me retire pour me reposer. فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La suite demain, Inch'Allah.